Les gars, c'est Noël en direct de chez RC Team. Non, non, je suis pas chez RC Team là. Ça a été livré directement de chez RC Team. Le Lozi super recréé. Pourquoi joyeux Noël? Parce que c'est... je l'espérais l'avoir à Noël tout simplement. Pour pouvoir vous faire un nouvel unboxing de Noël Lozi. Et... sortie annoncée le 15 décembre, on se doutait que ça n'irait pas parce que c'était annoncé le 15 décembre aux US. Évidemment, après le temps que ça arrive là, le temps que toutes les homologations et toutes les autorisations soient faites, patati patata, voilà. Le super recré, je le voulais absolument. Et pas comme pour la plupart disent sur les chaînes où j'ai vu l'unboxing. Je me suis bien marré parce qu'ils disent tous waouh, il est trop beau, il est magnifique. Non, honnêtement, je l'ai pris pour la mécanique parce que magnifique, il manque un bout là, sans deck. Pour moi, c'est une cabine roulante. J'aime pas du tout le look. Par contre, le look sans la cabine, ça va être bien. Et évidemment, je vais quand même vous le montrer complet comme il est. Peut-être que je changerai d'avis une fois que je l'aurai en main. Ce super recré est basé sur le Bajaret. Bajaret que je n'ai pas aimé du tout. Sur un short course, la suspension est... il faut absolument une méga super suspension sur un short course. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait sur le super Bajaret. On a une suspension absolument catastrophique. Les amortos avant, le corps d'amorto est plus court que la tige et les butées sont là pour ne pas que la tige aille défoncer le capuchon d'amortisseur. Parce qu'au début on s'était dit on va les enlever pour gagner du débattement, et ben il faut surtout pas le faire parce que ça va taper au fond. À l'arrière ça ne tape pas, mais les réglages sont vraiment nazes. Évidemment après il tient relativement bien le pavé parce qu'il est relativement large par rapport à la hauteur, etc. etc., etc. Le combo 6S aussi vivement critiqué, j'ai écrit tous les mois au moins une fois à Lozi, si pas plus, pour râler à cause de ce combo 6S qu'ils arrêtent de nous le faire. Et, alors c'est pas forcément moi qu'ils ont écouté, hein, c'est peut-être un de là-bas qui s'est dit tiens on pourrait faire mieux. Personne ne sait s'ils ont reçu les messages du petit Alsacien du fond de sa cave. Celui-ci est équipé d'un vrai combo 8S et pas trop gros, l'engin fait une dizaine de kilos. On est donc resté sur un 56-82. Donc un moteur pas trop long, c'est la longueur du moteur de X-Max, juste plus gros en diamètre. Et moins de kV et 8S, ce qui permettra donc une plus grande autonomie et de ne pas massacrer les lipos, parce que dans le super Bajaret, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, si vous mettez du 6S et vous roulez bien comme il faut, tout comme dans le Lozi DBXL, vous fumez vos lipos. Et ça c'est naze, là-dessus ça devrait être réglé. L'avantage évidemment d'avoir une cage et que les roues externes, c'est de pouvoir mettre plusieurs types de roues, de ne pas être encombré avec la taille et tout. Parce que les hexas ici aussi ils sont en 20, hein, ils persistent à faire leurs hexas de 20. Mais la sortie du cardan est en 8 mm standard, donc tu mets n'importe quel hexagone dessus de 17, de 19, de 23, de 24, de ce que tu as envie, qui se trouve avec un perçage de 8, et tu peux changer tes roues. Avantage aussi des roues plus grandes. Du fait que les roues ne vont pas rentrer dans la carrosserie, ils ont aussi augmenté le débattement des suspensions. De ce fait, ils ont mis des cardans télescopiques, puisque les cardans d'origine en métal n'auraient pas suffi pour faire ce débattement en plus, à cause de la butée tout simplement des angles de noix, etc. Et là, ils ont fait quelque chose que même Traxxas n'a pas osé nous faire. Des cardans en plastique sur un engin de 10 kg en vitesse. Après, à voir. Il y a pas mal de plastoc dessus, on le sait, le plastique c'est fantastique, ça peut faire des trucs de dingue. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces cardans? À voir. La suspension arrière, je ne sais pas encore si elle a été modifiée, on verra ça quand on l'aura déballé. Je ne me suis pas renseigné plus que ça sur l'engin. On a théoriquement la même base que le Super Ray, avec un meilleur combo, évidemment toujours le servo totalement naze de chez Lozi. Ça c'est un servo, je ne sais pas ce qu'ils font dans la RTR, j'ai aucun servo de mes RTR Lozi n'a survécu à ce jour à l'essai. Tout ce qu'il faut sur la boîte, évidemment, comme d'habitude, pour faire bien le logo Horizon Hobby, Lozi, inspiré par la course, c'est bien. 8S brushless power, solid axle setup, puisqu'il y a un essieu rigide à l'arrière. Spectrum machin bidule DX2 active transmitter. AVC, ah, le truc...
Il nous saoule avec l'ABC, il nous saoule, sortez-nous ça. 4x4, heureusement. Et la vitesse, cette fois-ci, pas trop exagérée. Ça fait un petit 75-80. Vous me corrigerez évidemment. Et je compte évidemment sur tous les fans et les fous de l'internet qui passent leur temps à regarder les specs et les dimensions et les photos et les images pour me corriger sur toutes les erreurs qui seront commises pendant ce unboxing. Déjà, j'ai ouvert le carton à l'envers, je suis côté roue. Je vais te mettre ça par là, bouge pas vos kikis. Alors aussi, bien sûr, voilà, ceci n'est pas un concurrent au X-Max. L'engin est plus petit, il est tout aussi lourd. Alors j'ai entendu, il est lourd à cause de l'alu qu'il y a dedans. Il y a une pauvre demi-plaque de châssis en alu, c'est pas ça qui fait les 10 kg. C'est toute la cage, les grandes roues, bien lourdes, le pont évidemment. Et tout ceci. Et l'équipement en vitesse qui pèse. C'est beau. Ah tiens, celui-là aussi je vais garder pour moi. C'est bon, j'arrête là l'unboxing, salut. Alors, un peu de paperasse. J'espère que c'est pas juste ça la notice. Alors, des pièces dont je ne sais pas encore à quoi elles servent. Des connecteurs additionnels pour brancher, je pense, la télémétrie sur le voltage. Une clé en croix. Une petite clé plate de réglage. 2-3 pubs d'options pour la Spectrum DX2 pour les fans d'options. Maintenant la DX2, vous pouvez la relier à votre smartphone et avoir tout le tralala dessus, ou mettre un petit compteur ici, pardon, annexe, ouais, définitivement gadget. Une petite planche de sticker Losi et la notice. Notice sur les RTR de Losi qui fait un gros défaut puisqu'elle est rarement bien foutue. Généralement bâclé. Alors, fonctionnement de la radio, réglage de l'anthrax pour le pignon moteur. À l'image de la Losi R8, ils ont utilisé ici différentes perforations sur lesquelles est noté le pignon, la dentition du pignon, ce qui évite tout besoin de régler et de caler. Une fois que c'est fixé, ça se déplace pas pendant que tu roules. Le Vario est un Max 6 qui ici enfin n'est plus comme sur la Losi R8 et le bas jarret bloqué en 6S, mais il est effectivement en 8S. Et on a 8 fonctions réglables. Nous avons bien sûr le sens de marche pour enlever la marche arrière pour ceux qui roulent sur circuit. Le cut-off lipo qui est sur automatique ou 3, 4, 6, 8. Qui c'est qui va rouler ce machin en 3S? Ça va pas? Quelque chose qui tourne par rond chez Losi? Imaginez l'ampérage en 3S que ce machin va consommer. Le cut-off, ça c'est marrant puisque les Vario Max normalement n'ont pas de cut-off au voltage, ils ont une cut-off à la sensibilité. On peut donc normalement mettre low, medium ou high, c'est-à-dire sensibilité basse, medium ou élevée. Et le variateur de cette façon détecte la chute brutale de voltage et coupe à ce moment-là. Ce qui fait que si tu as des très bonnes batteries, ça va se passer plus tard. Si tu as des mauvaises batteries, ça va se passer tout de suite. Là, on peut régler. Et Mani, il a lu beaucoup trop vite. Il s'est trompé d'une case, tu vois? Déjà, ça commence. On a le cut-off automatique, effectivement, sur l'intermédiaire. J'ai sauté une ligne, c'est ici le voltage du bec qui peut être réglé en 6 ou 8.4. Alors attention, le cerveau d'origine ne tient pas 8.4, tu vas le fumer si tu le passes en 8.4, ne fais pas ça. À ce propos, le cerveau d'origine aussi a une taille entre. Il y a E-Tech qui fait une taille de ce genre de cerveau. Si tu veux mettre du cerveau balèze, qui rentre pile poil dans les mêmes dimensions. Un peu cher à mon goût, mais bon. La force de freinage, 25, 50%, 75, 100. Ou pas de frein. Ça c'est pas de frein, c'est pour les vrais. Alors là c'est voilà, tu gères tout au gaz et puis après tu pries. Le truc, on ne sait pas ce que ça va faire là. La puissance de marche arrière, 25 ou 50%, d'origine à 25%. Alors là, ça, je comprends pas très bien, parce que 25% de marche arrière, si tu es bloqué dans quelque chose, tu ne te sors jamais de là. Le Start Mode Punch, c'est-à-dire la patate qui délivre au moment de démarrer et la reprise sur 3, là c'est relativement élevé, ça permettra effectivement de faire, de rétablir l'assiette sur les sauts. Et le timing du moteur. Alors ça, par contre, ça, c'est une nouveauté.
puisque tu ne peux pas sur la série Max changer le timing. Normalement il est automatique et on ne sait pas s'il est fixe à un point, s'il est d'office à fond, ou s'il varie de lui-même d'un minimum à un maximum d'office. Et là tu peux le régler, et intéressamment ils l'ont mis à 0 d'origine. En général un moteur brushless c'est un 7,5 11 degrés. Après, évidemment ça dépend de la taille, etc. Là ils l'ont mis sur 0. Donc à voir ce que ça va donner. Ça déjà c'est très intéressant. Et à la suite, c'est tout. Et tu as à la fin de la notice. Là quand même, je précise que le carton est plat. Tu vois l'état dans lequel tu reçois la notice. Ils ont pris vachement soin d'emballer le matos. Un éclaté de la bestiole avec les références. Moi je me prendrai certainement pas le temps, mais peut-être que je vais le faire quand même, c'est de comparer donc ces amortisseurs ici livrés sur le Super Rockray par rapport au Super Bajaj. Je peux aussi vous dire là en voyant l'éclaté qu'il y a une modification au niveau des triangles. Il y a quelque chose qui a été avancé. Évidemment on a les tourelles plus hautes, puisque sur le Bajaj tu as le capot et les suspensions sont en bas. Sur le Rockray les amortisseurs sont plus longs, ils dépassent donc du capot. Les diffs qui sont à glissement limité. Tu as ici les petites plaquettes de glissement limité. Diff central à glissement limité également. Ça c'est très intéressant. Et l'arrière aussi à glissement limité. Ce qui fait que quand tu accélères fort, cet engin bloque les 4 roues en même temps. C'est très utile effectivement en tout terrain et sur sol glissant. Après, à voir, est-ce que je vais aimer cette conduite? Généralement, moi, je n'aime pas quand mon diff arrière se bloque. J'aime bien le laisser un peu libre. D'un autre côté, ça peut être pratique puisque cet engin peut servir aussi. Parce que moi, je ne l'ai pas pris pour faire de la vitesse et y aller fort. Pour y aller fort, j'ai mon X-Max. Pour faire des sauts débiles, j'ai mon X-Max. Qui, de toute évidence, enfin, je peux déjà vous le dire d'avance, résistera mieux à tout ça. Et on peut voir ici les petites pièces en rab qui ont effectivement un angle. Ici, il y a écrit 3 degrés. À voir ce qu'ils ont mis d'origine, s'ils ont mis 0 ou pas, ce qui fait que cette petite cale te permet de changer le pincement des roues arrière. Mystère résolu. La seule pièce en alu en plus du Losi par rapport au X-Max, c'est cette plaque en alu. Le X-Max par contre a la transmission full métal, alors que celui-ci a des carnans avant et centraux en plastique, enfin centre à l'arrière et les avants en plastique. Hein, je vais arrêter de vous parler et je vais sortir la bestiole. Je vais couper mon téléphone aussi, il y a quelqu'un qui s'excite. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà. Maintenant que vous bavez bien, que vous en avez marre, je vais vous sortir la machine. Voilà. Voici la bestiole. Je n'ai pas pris le blanc, je préfère le rouge et le noir. Ce que je préfère c'est le blanc, par contre ce sont les jantes grises. Et il est absolument super. Première chose très importante sur ce genre d'engin qu'on adore faire aussi, c'est sous-peser. Donc on a effectivement un peu de débattement libre à l'arrière ou sans prétention des ressorts, parce qu'il y en a certains qui ne supportent pas quand on dit débattement libre. À l'avant c'est relativement ferme. Évidemment on n'a pas les lipos, quand on aura les lipos dedans, tout ça sera bien plus lourd. Alors dans le carton ils ont mis la dose de carton. La radio DX2, on va pas la présenter, on va la sortir quand même parce que je veux voir quelque chose. Alors c'est évidemment la DX2 downgradée, donc tout type plastique pas cher, avec par contre le petit interrupteur ici de puissance. Et une commande de voix auxiliaire à 3 boutons. Ce que je ne sais pas, je n'ai pas lu, comme dit, je ne suis pas renseigné si on peut allumer, si c'est prévu d'origine, avec l'allumage à distance des feux ou pas. On reçoit des batteries avec pour la radio, d'une provenance douteuse, mais aux couleurs de la machine. Suspension. Commençons par là. Alors, c'est assez ferme. Ouais, on entend déjà les ressorts qui frottouillent. Pas trop fan. Assez réactive.
À l'arrière, pareil. Donc les mêmes setup à peu près que sur le bas jarret. À voir sur le terrain ce que ça donne. Sur le bas jarret, c'était pas bon. Niveau pneumatique. Du gros boulot, ça. Alors ça, par contre, ça c'est du pneu costaud. On a la vache, on a une méga gomme, des crampons bien durs, une bonne sensation. Bon, niveau mousse, c'est un peu beauf. Ça me semble un peu ferme, un peu... Voilà. À voir. Alors, je vais commencer par t'approcher la machine de devant que tu vois bien. Hop, je te mets la lumière. On a donc des croisillons en métal qui sont ensuite glissés, c'est tout simplement une forme en étoile, dans des tubes plastiques. Tubes plastiques qui sont franchement bien gros. On a facilement 15-20 mm de tubes plastiques ici. Le seul point faible de ce cardan sera donc à l'endroit où ils sont emmanchés en étoile. Est-ce que ça va se déchirer là ou pas? Point de vue dimension, on ne pourra pas les renforcer parce qu'il n'y a pas la place pour mettre quelque chose au-dessus. Les fusées qui sont bien mouse, on a disque de frein et plaquettes à l'intérieur parce que c'est la mode du Scal. Mais comme toujours, voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a des disques et des plaquettes là-dedans? Non. Les triangles aussi par rapport au Super bas jarret, je peux vous le dire, ont été modifiés, ils sont avancés. Les triangles du Super bas jarret sont droits, ceux-ci vont de l'avant. La plaque en alu donc, qui constitue le châssis, qui ne pèse pas une tonne et qui ne fait pas le poids. Le cardan arrière télescopique sur lequel ils ont précisé que ça peut être chaud. Il y a que les angles et le travail, il faut faire gaffe, parce que tu as vite fait de l'attraper par là et ça va te cramer les mains. La grosse modif aussi par rapport au Super bas jarret, ce qui était vraiment ennuyeux, c'est cette trappe là derrière, dont l'accès était vraiment faible, ennuyeux pour mettre les mousses, etc. Ils ont gardé les connecteurs ici externes, mais ils ont modifié la trappe. Tu as ici carrément le morceau du châssis. Alors pourquoi l'avoir fait en alu ça, par exemple? Moi pas comprendre. La même chose en plastique aurait fait le travail. Tu as ici une trappe immense pour mettre 8 S empilées, donc 2 4S l'une sur l'autre. Donc là, niveau place, il ne va pas falloir s'inquiéter, il y a ce qu'il faut en place, c'est certain. Le train arrière est donc identique au bas jarret avec en plus les sangles de limitation ici que tu peux régler. Ça c'est super, tu peux régler la limite de débattement de ton pont arrière. La suspension donc bien molle et on a une barre stabilisatrice qui est fixée ici. Tu as la barre stable ici. Tu as les deux bras et une grosse barre stable. Elle fait facilement 4 mm et ça se sent énormément ici. Contrairement à l'UDR qui a une barre stable de déco, là tu vois, tu n'arrives pas à ton croisement de pont d'office, regarde ce qui se passe, ça tire direct l'autre amorto avec, alors qu'on est loin d'avoir les compressions à fond, et ça c'est pas mal du tout. Grosse modif aussi au niveau du pont et de la roue de secours, puisque sur le Super bas jarret, la cage allait taper, ici ils ont prévu le coup, bon on va toujours encore taper la carreau, ça s'arrête un petit peu avant évidemment avec l'effet de torsion et de couple sur le terrain avec le poids de la machine. Ça va taper dedans, c'est sûr et certain. On a une roue de secours qui est une vraie roue. Ils nous ont mis évidemment extincteur, réservoir d'amortisseur. Ça par contre ici, sur le retournement, tu vois, je pense que on va être beaucoup à perdre ces petits trucs. J'arrive. Le filetage fait 15 km. Voilà. Donc roue de secours Exa de 20. Les jantes ne sont pas en style short course, c'est-à-dire... Si, un petit peu, non. Non. Si. Dur à dire. On va mesurer. Mesurons. On a à l'extérieur 80 mm, à l'intérieur 85. Donc effectivement, la jante est à l'intérieur un peu plus grande qu'à l'extérieur, mais pas des masses. Hein. On a vraiment, ouais, on a 5 mm de plus.
pour passer sur fusée échappe. Et je peux vous dire que là c'est vachement étroit, mais comme la roue a du déport et qu'il n'est pas fixé par-dessus le moyeu, ça ne devrait pas poser de problème. Et moi ce qui me dérange le plus donc sur cet engin, c'est définitivement là. Il n'y a plus rien à l'arrière, c'est une grosse cabine roulante, c'est comme si tu prenais le X-Max et tu coupais la benne, tu mettais la carrosserie au milieu du X-Max. J'aurais bien vu par contre cette roue de secours là derrière plus bas, pour donner un effet d'optique plus long, comme sur le feed Racing Dragon Hammer, la carrosserie un peu plus loin à l'arrière. Évidemment, c'est un avantage niveau tout terrain, puisque tu as les roues qui dépassent, tu n'as rien qui peut rester accroché à l'arrière quand tu pars sur 2 roues ou autre. Cet engin, n'ayant pas de planétaire pour la transmission comme l'UDR, aura évidemment extrêmement de torque twist. C'est-à-dire qu'à l'accélération, l'engin va se lever de travers dans le sens du couple moteur, ce qui est assez funky. Moi j'ai adoré ça sur le Axial Yeti. Une fois que tu maîtrises le truc, tu peux te faire des bons petits délires en roulant. Super sympa le bouton on-off qui est situé ici à l'extérieur à l'arrière, très accessible. Ça c'est vraiment chouette. Et nous allons évidemment, vous me connaissez, tout de suite déboulonner la machine. Pas tout, hein. Je ne vais pas vous la mettre en pièces, mais j'ai pas prévu d'option comme sur l'UDR. Je vais enlever la carreau, qu'on y voit l'intérieur. Là aussi, ils ont gardé, ce qui est très dommage, le système avec plein de vis et plein de cales. Le toit, puis on va virer le toit aussi, juste pour... obligé de l'enlever pour montrer l'intérieur. Et pour le reste. Il y a donc une cale par vis, ce qui est très bien pour ne pas défoncer le Lexan. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il y a ensuite encore une cale sous chaque machin. Alors là, elles sont bien fixées par contre. Là, elles tiennent bien. Sur le Rocret, foutez le camp. Là, elles sont fixes. Alors on va voir si c'est le cas aussi sur le côté. Ou si c'est uniquement au-dessus. Alors les LED par contre, là niveau qualité, il n'y a rien à dire. Je l'ai vu sur des BXL. Les barres de LED qui nous mettent chez Losi sont super solides et endurantes. Nous avons donc 4 vis sur le capot, 4 vis par côté, autant de cales. Voilà, on y est, tu vois, les cales qui se baladent. Bon, après sur le terrain, normalement t'es pas censé devoir enlever la carreau sur le terrain. Le vario est directement entre le pilote et le copilote. Donc c'est-à-dire qu'en enlevant le toit, opération simple, tu arrives au vario pour enlever s'il y a évidemment des feuilles ou quelques décombres que ce soit à l'intérieur du ventilo. Après, si tu dois démonter le vario pour réussir à mieux faire l'entretien, c'est parti pour enlever l'habitacle et tout, puisque l'habitacle couvre tout ça. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, la carreau est en une pièce. Ça par contre c'est assez bizarre. C'est bon, vous l'avez vu? Vous avez vu où elle allait? Parce que moi j'ai pas vu. Si, on l'a trouvé. Donc la carreau principale en une seule pièce, ça aurait été sympa en 2 au moins ou en 3. Effectivement pour diminuer les coûts en cas d'arrachement ou de crash. Même si cette carreau ne devrait pas trop souffrir de ce genre de choses. Vu comme elle est compacte par rapport à la taille globale de l'engin. La cage donc, est super bien faite, pilote, filet, c'est ce qui manque à l'UDR, il y a les filets avec, c'est vachement bien foutu. Les rondelles dessous tiennent bien, elles ne vont pas se balader et regarde, il amortit super bien. Ça ils ont assuré, je le répète, pas encore de lipo dedans, mais ça ne devrait pas être dégueu avec les petits réglages d'origine.
À l'arrière aussi, sur les faux ventilos qui ne servent pas. Tout le câblage pour les LED. Et de l'intérieur, tu peux donc voir ici la tourelle qui a été largement modifiée par rapport au bas jarret. Les triangles qui sont bien en avant. On a ici des énormes biellettes de direction. Alors elles ne sont pas aussi grosses que ça. En fait, il y a évidemment tout simplement un filetage à l'intérieur ici, M4 ou 5. Et ceci est juste une grosse barre vissée dessus. Est-ce que c'est vraiment utile tout ce gros machin? Non, une biellette normale aurait suffi. Après, c'est peut-être moins cher à fabriquer, tout simplement. Évidemment, en plus, ça a une bonne gueule. Mais ça aurait été sympa, du coup, de nous faire la même chose sur les cardans, par exemple. Poste de pilotage complet, la petite notice pour le copilote, tout ce qu'il faut. Tout genre de trucs que tu n'as pas le temps de voir quand tu roules. À l'intérieur ici, nous avons donc le moteur. Et nous allons vérifier sa taille. C'est ce moteur qui m'intéresse. C'est bien un 56 par 85, plus ou moins, hein, je mesure de l'extérieur. Ce moteur m'intéresse grandement, puisque j'ai demandé aussi à Losi de ressortir la Losi R8 avec ce combo et deux meilleurs pneus. Ce combo aussi pourrait être très très intéressant à monter dans un X-Max par exemple, pour ceux qui veulent absolument plus de couple. Attention, moteur plus gros, plus de consommation, tu n'y couperas pas. Mais ça évitera par exemple d'embarquer une masse de poids en plus. Un peu plus de patates forcément, comme dit, tu craches un peu sur l'autonomie. Ça dépend de ce que tu veux faire de ton engin. C'est franchement bien foutu. Évidemment, comme tous les cages, comme l'UDR ou autres, ce sont des engins qui sont plus compliqués à l'entretien. Oui et non. C'est plus compliqué à l'entretien du fait de l'aspect de la cage et que tout soit fermé. Quand tu as beaucoup de saleté qui rentre à l'intérieur ici pour sortir tout ça, c'est plus compliqué. Par contre, l'entretien au niveau des différentiels et de l'accès des pièces au pont n'est pas plus grand. Vous l'avez vu sur l'UDR, tu enlèves la carreau, par au-dessus tu sors ton diff. Le diff en centrale il sort sans problème, la boîte de vitesse complète aussi. Même s'il y a une vingtaine de vis, les vis sont accessibles, il n'y a pas besoin de tortiller. Là, pour sortir le diff avant par contre, c'est plus compliqué, il y a toute la cellule à démonter. Il n'y a aucun accès rapide. Tu démontes ta cellule avant, tu sors ton train avant. La direction me paraît, comme ça là, à nu, me paraît faiblarde. Enfin, les leviers de direction, la direction elle-même. Il y a un sauve-cerveau avec un gros écrou dessus pour pouvoir le régler. Tu n'y as aucun accès par l'extérieur. Tu n'as aucune chance. Même en enlevant les panneaux latéraux ici, tu n'arriveras pas à cette... ouais. Donc, obligé d'enlever. En plus, il est planqué sous la top plate. À moins qu'il y ait un petit capuchon ici pour l'enlever. Ouais, on a un petit capuchon par-dessus. Là. Donc à voir comment enlever ce capuchon, s'il est juste clipsé ou autre. Il permettrait d'atteindre l'écrou du sauve-cerveau. Ce qui est rigolo, c'est pourquoi avoir mis un capuchon là-dessus. On ne sait pas. Ce sont l'écrou est libre en dessous. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir mis un capuchon là. Vous pouvez le laisser direct. Voilà. Bon, des fois comme ça, il y a des mystères. Le Vario est vissé. La différence entre le Obi-Wing Max et les Vario Rebadged Dynamite, c'est qu'ils ont des pattes d'ancrage en plus. Il est donc vissé, ce fait que si tu veux le démonter pour l'entretien, soit tu arrives à enlever ton habitacle, enfin pousser l'habitacle, soit tu sors l'habitacle. Sortir l'habitacle, il faut enlever la partie supérieure de la cage et après tu peux atteindre ton habitacle. Le honteux cerveau est ici de taille spécifique. Ce qui fait que si tu veux modifier, il va falloir modifier le système de montage. Ces cerveaux d'origine prennent très vite du jeu dans la dentition, se baladent dans tous les sens et ils n'aiment pas chauffer. Si tu enchaînes 2-3 packs, en général tu as un problème, tu as surchauffé ton cerveau, il est bloqué. Surtout je pense avec des gros pneus pareils, on avait déjà le souci sur la Losi R8, on avait le problème sur le bas jarret où le cerveau a posé des problèmes à beaucoup de monde. Je ne vois donc pas dans quelle mesure il va être mieux là-dessus. Les amortos sont effectivement plus longs à l'avant que sur le bas jarret, ça c'est sûr et certain. À l'arrière, m'a pas l'air d'être mieux.
On aurait pu gratter un tout petit peu encore de débattement à l'arrière, mais dit. Après, avec les roues plus grandes, c'est sûr que tu as une super garde-sol ici quand même. Je ne vais pas démonter un amorto ici, puisque comme le corps de l'amorto est plus long, je pense qu'ils ont éliminé le fait que le piston aille taper ici dans le capuchon. On va donc laisser ça fermer. Et ce qu'on va faire, c'est par contre, bouge pas, poser gros pépère à côté. Je sens que ça va tomber de l'établi, accrochez-vous les mecs. Voilà. Pour tous ceux qui se posent la question, on a... Ah, je t'ai vu venir. On a effectivement l'Anthrax du X-Max. On peut même dire, avec les triangles avancés ici, on a un peu plus. Il est un tout petit peu plus long que le X-Max. Après, c'est sûr, la hauteur, rien à voir. On a ici un buggy, ceci est censé être un MT, donc on est bien dans les dimensions bien agréables. Les roues aussi clairement plus petites. Garde au sol, rien à voir. Là, même à fond, on est à peine plus haut que ce que le X-Max peut nous sortir sous les ponts. Garde au sol central, ceci reste, pour moi, j'ai vu des essais de cet engin. Un engin pont, c'est pas un engin que je vais utiliser pour faire des gros sauts et des trucs du Goret. Il sera super à l'aise par contre dans la forêt, dans les gros terrains comme un champ labouré ou autre. Mais pour tout ce qui est de faire le sauvage, j'utiliserai bien sûr mon Max, puisque ça fait 3 ans que je le massacre avec vous, et ça fait 3 ans qu'il est toujours là. Et quand on regarde le nombre total de casses par rapport à ce qu'on lui a fait subir, on reste minimum. Ayant déjà testé la qualité des plastiques sur l'Ausy, enfin sur ce type d'engin Losi, qui n'ont rien à voir avec la branche de compétition et de kit Losi, ça ce sont des engins tout prêts. Je suis sûr et certain que ces engins ne sont pas conçus et fabriqués par Losi, mais quelqu'un d'autre. Que ce soit la Audi, le Superrock ou celui-ci, tous les trois utilisent la même technologie, les mêmes diffs, le même style de montage, totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les plastiques sont pas mauvais, mais on sent clairement que c'est loin d'être la qualité des plastiques Traxxas. On a beau critiquer Traxxas, c'est une chose qu'ils maîtrisent, c'est leur moulage plastique et la qualité de leur plastique. Bien sûr, ça a mal commencé avec le Emax et d'autres, mais quand on voit la finalité ici sur le X-Max, sur le UDR ou sur les tout derniers Slash et Rustler, on a vraiment une grosse différence. Ces plastiques-là ne pourront clairement pas encaisser la même chose. Et vraiment, ce qui m'inquiète, c'est la direction avec ces grosses roues. C'est la même direction que sur le Super Ray, mais là, avec ces gros pneus et la résistance en plus, ça va être chaud. Ce que je me souviens plus, c'est est-ce que le Super Ray avait déjà ces 3 diffs autobloquants? Je ne sais plus, j'avais regardé. Au niveau des huiles, on est assez dur à l'arrière. On est pareil. Est-ce qu'on est pareil ou est-ce qu'on est plus doux à l'avant? On est pareil. Et au niveau du diff central, on est pareil. Donc on a les 3 diffs, je pense, remplis de la même huile, puisqu'ils sont autobloquants, ça devrait le faire. Nous ferons donc effectivement les premiers essais de cet engin comme il est posé là. Je vais juste régler la marche arrière un peu plus balèze. On va le laisser comme ça, parce que là aussi, niveau carrage suspension sortie du carton, ça m'a l'air vraiment, vraiment bien. Moi, ce que je vois avec cet engin, c'est comme ça, rouler avec la cage à poil, comme un vrai rock racer, mettre les câbles un peu autrement, plus protégés, peut-être mettre un ou deux petits panneaux discrets pour faire des liaisons. Ça s'arrête là. Maintenant, testons la place pour les lipots. On vient par ici. Allez, on va tout de suite attaquer fort. Ce que je verrai aussi à l'essai, si est-ce que l'Audi ici a fait ce qu'il faut au niveau de l'étagement de la transmission. L'Audi a la fâcheuse tendance de tirer trop long sur les rapports de transmission. Impératif, les batteries que vous mettez dans ce genre d'engin doivent avoir, ça par contre c'est génial, donc c'est des VS Line, Vente fait les mêmes, LRP PIC, etc. Vous pouvez passer le câble dessus ou de face. Si vous avez des batteries dont le câble sera en haut, vous n'arriverez pas à les mettre là-dedans. La sortie du câble étant prévue au centre. Il faut mettre une batterie
à l'envers et l'autre à l'endroit pour tout mettre. Donc là, on a 8S 8000. Ça rentre sans le moindre souci. Après, l'autre truc que je me demande aussi, je vais te le coucher de côté, regarde. Comme il faut juste tirer cette pièce pour sortir les lipos. Tu vois, bon là, évidemment, avec les grosses lipos, j'ai de la pression dessus. Ça n'arrivera pas. Mais n'y a-t-il pas ici un risque, quoi qu'à l'angle ça risque d'être chaud, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, certains vont y arriver, de rester accroché là-dessus, tu vois, bon là ça tient, mais avec des lipos plus petites et pas de pression, est-ce que ce machin va pas sortir? Il n'y a pas de verrou de sécurité sur cette pièce, et ça me semble bizarre. Moi je dis qu'ici une petite goupille ou quelque chose pour le verrouiller aurait été bienvenu, ou un petit loquet rotatif par l'arrière, à voir. Sur les sauts, ça craint rien, c'est sûr, mais en franchissement, éventuellement avec des branches ou autre, faut toujours garder toute possibilité en vue. Avec cette plaque ici, vous sortez en fait, vous ne sortez pas, vous arrivez à la motorisation et la boîte centrale. Il y a une démultiplication là-dedans, je vais te l'ouvrir. On n'est pas directement moteur sur diff, on a un pignon entre les deux. Cette trappe permet donc de changer rapidement le rapport de transmission. Tu vois, ici tu as le pignon principal qui est là et pas trop gros. Ils ont mis quoi? Je n'arrive pas bien à lire, c'est du 16. Ouais, ils ont mis du 16, ce qui est déjà pas mal, évidemment, dans les grosses roues. On ne peut pas descendre plus loin, c'est déjà le minimum. Ce dont je ne suis pas fan, c'est clair. Moi, j'aime bien avoir de la marge pour descendre mon rapport de transmission encore un peu. Surtout, comme dit, pour des constructeurs comme Losi qui ont tendance à mettre des rapports trop longs. On a ensuite une couronne principale avec accroché sur un pignon plus petit qui ensuite va sur la couronne de diff principale. Tout ça, c'est de l'acier pressé à froid. Ni zingué ni bronzé, on dirait. Donc de l'acier frité. Donc faites gaffe. Véhicule à 4 différentiels autobloquants. Si tu es en l'air, tu es en train de mouliner comme un taré pour rétablir l'assiette, tu as 3 diffs qui sont bloqués au moment de taper par terre. Avec ce genre d'engin à 3 diffs, tu dois absolument taper un essieu après l'autre ou un côté après l'autre. Et dans l'idéal, une roue après l'autre. Alors là, c'est génial parce que tu peux évaporer la puissance. Quand tu as un véhicule qui a un slipper, si tu atterris sur les 4 fers, le slipper peut tourner. Ou comme c'est le cas sur l'X-Max, qui a le diff central plus l'amortisseur de couple. Si tu tapes sur les 4 fers, c'est pas l'idéal, mais l'amortisseur de couple le prend déjà dans la tronche et économise le moteur. Sur ce genre d'engin, ici, quand tout sera bloqué et que tu vas taper même sur un seul essieu, toute la puissance va taper dans les pignons ici. Et il y en a 2-3 gens qui ont eu le souci, qui ont explosé cette transmission. Erreur de pilotage, pas erreur de conception, clairement. Il faut faire gaffe, il faut vraiment le laisser atterrir en douceur. Roue non pas freinée ni bloquée, ni pleine accélération ni rien. Et comme dit, visez toujours une roue après l'autre ou un essieu après l'autre, ne faites pas tout à la fois. On peut constater aussi là-dedans qu'on a point de graisse. Alors c'est pas super étanche, je pense déjà pour commencer, et il n'y a rien. Hein, c'est à peine gras. Après c'est la transmission principale, c'est de l'acier frité, c'est prévu pour. Ce sont comme les bagues en bronze qui sont auto-lubrifiées, t'as pas besoin d'une tonne de graisse. Plus t'en mets, plus le sable, la poussière va coller dedans, et plus tu vas avoir une pâte abrasive qui va t'user tes pignons. On va donc déjà essayer cet engin comme il est là. Ensuite, après l'essai, on ouvrira à nouveau, voir s'il y a vraiment beaucoup qui est rentré ou pas. S'il n'y a pas de saleté qui est rentrée, on pourra tranquillement graisser la chose. Ces cardans en plastique m'inquiètent un peu, je dois dire, avec le poids de l'engin et 8S embarqué. Mais bon, il y a plein de marques qui ont prouvé que ça fait le taf. Autre avantage, c'est que c'est très rapide à remplacer, ça fait fusible. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? Ça, on le verra seulement quand l'engin sera en train de rouler. Alors, moi je vais remonter ça à part.
Et on va vite refaire un test maintenant que les batteries sont dedans. Déjà moi les durites là je sens que je vais les enlever, elles m'embêtent déjà. Avec le froid, elles se recourbent et elles tombent toutes seules. Il tape quand même bien. Et même... ouais, bah ouais, bravo. Voilà. Il nous a pondu un petit. Évidemment, Mani, ça peut pas marcher si tu as enlevé la cale du moteur. Donc comme vous pouvez constater, sur le câblage, ils ont mis ce qu'il faut. C'est un moteur X-Team, il n'y a pas à chier. Sur certains, vous voyez, on n'a absolument pas la moindre résistance sur le rotor. Donc pas un couple énorme. J'ai rien contre. On a fait des essais avec ces moteurs. Franchement, c'était pas mal du tout. Ils ont rassuré. Alors, je vais te remonter la plaque. J'invite tous ceux qui ont des super Bajaré, si quelqu'un d'entre vous, bien sûr, a déjà aussi le Rocret, et a déjà pu rouler avec, hein, parce que je ne pense pas être le premier à l'avoir reçu. Merci de nous détailler tout ce qui vous est arrivé, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et n'oubliez pas aussi la condition d'utilisation. Il y a des gens qui ne sont pas contents, mais ils y vont trop fort, il y a des gens qui sont très contents, parce qu'ils y vont cool. Donc on ne peut pas tout comparer. Donc il est très important quand vous donnez votre avis de donner votre style de conduite. Il y a des gens qui sont honnêtes qui disent voilà, j'ai fait le bourrin, j'ai pris le platane à 70 à l'heure, j'ai cassé l'avant, c'est normal. Et il y en a qui vont dire non, je me promenais tout droit sur un stade de foot et la voiture est tombée en morceaux toute seule. Voilà, là avec les batteries dedans, oh, on est bien. Franchement, on est bien. Super. J'adore. On est juste bien, regarde-moi ça, tu vois. Un peu de débattement libre, pas mal d'appui et quand même ça s'effondre un peu sur le bas. Après eux ils comptent énormément sur ces caoutchoucs là. Là je suis pas fan, tu vois, regarde comme on est loin du sol. Donc là on va comprimer les caoutchoucs, bien sûr les pneus vont se comprimer, le châssis peut aller taper. Mais là pour moi il y a... Ouais, je suis pas fan, je préférerais tout ça sans ces caoutchoucs. Ce que j'ai constaté surtout sur le Super Bajaré au freinage, la voiture s'effondre avec son propre poids, et tu es déjà sur les butées, et là quand un obstacle arrive, bah, tu tapes à fond dans le train avant. Je suis pas fan. Alors on va quand même le faire. On va sortir un amorto avant. Et on va ouvrir un amorto avant. Je veux voir... Ouais, là, les mecs ils attendent. Regarde-moi cette bande de rapaces, ils se disent tiens regarde de l'autre. Il y a tout qui va tomber. Faut pas louper une miette. Ça sera top. Voilà. Ah. Sortons un amorto. Il y a évidemment des points d'ancrage différents pour le bas. Alors là, on est déjà relativement au max. Si tu les écartes, tu perds un peu de garde-sol. Ça sera évidemment préférable pour ceux qui roulent sur des terrains moins accidentés. Au niveau de la tenue de route, à l'arrière, évidemment aussi. Alors, tige d'amorto de 5 mm. Donc filetage, a priori, s'ils ont été économes en M4, s'ils n'ont pas été économes, c'est du M5. Nous allons donc vérifier ceci de suite. Hop. Alors, est-ce que ma pince spéciale... ouais, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas d'économie. Ils ont mis du filetage M5. Ça, c'est déjà rassurant. On évitera, du coup, le cisaillement du filetage ici en cas de choc sur l'avant, comme ça arrive sur les tiges d'origine du X-Max. Ensuite, comme toute la tête est en alu, on a une rotule en plastique à l'intérieur. Ça, je suis pas fan non plus parce que ça prend très très vite du jeu. Amorto bien rempli avec membrane.
Si déjà ils ont percé la tête, hein, ça aurait été sympa de nous faire des vis de purge pour virer la membrane. Et quand tu montes le piston, regarde. Hop. Ah, je perds mon huile. Tu le vois là? Je sais pas si tu le vois. Voilà, regarde. Je suis en haut, mon piston est à ras. Et si, regarde ce qui se passe quand je comprime mes caoutchoucs. On a toujours ce phénomène étrange sur ces amortos, qui est une erreur de conception majeure. Vous pouvez râler comme vous voulez. Vous avez vu ce qui se passe? On a l'écrou qui sort au-delà de la limite, ça veut dire que l'écrou va aller taper ici la membrane, il va aller taper le capuchon d'amorto et à force il va endommager cette membrane. Surtout que ces butiers vont fatiguer au bout d'un moment. Et ce qui est très nul, c'est qu'on ne peut pas les enlever du coup. En fait, t'es coincé. Ça, tu vois, négatif. Je n'aime pas ça du tout. Et on a bien les amortos avant sont les mêmes que les arrières quand on monte bas jarret. Ce qui veut dire que les arrières ont le même souci. Tu vois? Devant et derrière, tu as ce souci de pouvoir aller taper au fond. Taisez-vous les pervers. Ça c'est... dommage. Bon, évidemment, là, point de vue suspect, je pense qu'il y en a déjà qui se sont penchés sur mettre d'autres amortos, du plus long ou autre. Notamment sur le super bas jarret, puisque l'abonné qui nous a fait parvenir la machine a fait plein de modifs. Je compte donc sur toi pour nous partager est-ce que tu as tout modifié et si tu as trouvé des solutions viables. Ouais, ils étaient un peu radins sur la longueur de la durite. Ça va pas le faire longtemps. Après, moi je roule, c'est pas pour la maquette. C'est donc pas grave s'il y a de la durite qui vole. Ça va être chouette, ça va être chouette. Ça, c'est certain. On se voit... hein, j'aimerais bien vous dire, on se voit rapidement sur la piste pour l'essai, mais non, j'ai pas le temps. Mais à bientôt quand même. Salut, bonne journée. N'oubliez pas vos retours. Je veux savoir ce que vous en pensez, ce qui vous plaît et pas. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi perso, la Caro, c'est niette. C'est moche, il manque l'arrière. C'est un engin qui n'a pas de cul. Hein. Moi, j'aime pas les trucs qui n'ont pas de cul. Après, je suis pas fan des gros boules non plus. Salut.